toutes et à tous de nouveau. Je voudrais tout d'abord, comme ça a été fait ce matin par Daniel Moore, remercier les organisateurs de m'avoir permis de participer à cette rencontre et de revenir à Kyoto après beaucoup d'années d'un premier passage. Je voudrais aussi m'associer à ce que Daniel Moore signalait ce matin, c'est-à-dire avoir une pensée particulière pour Louis Daben, qui a compté beaucoup dans la carrière de Daniel et dans la mienne aussi. Culture et compétences interculturelles. Beaucoup de choses ont été dites ce matin déjà qui en fait anticipent très fortement sur ce que j'ai l'intention de présenter cet après-midi, avec comme organisation générale ce qui apparaît dans le résumé, à savoir un petit préambule, et puis l'examen de 4 phases successives des relations possibles entre la didactique des langues et puis la notion de compétences interculturelles. Et je terminerai par quelques remarques, si le temps le permet. Je crois que l'intervention que je voudrais faire se situe en fait par rapport à 3 types de questionnements. Le premier est de savoir, dès lors qu'on parle de compétences interculturelles, à quelle conception de la culture ou à quel type de conception de la culture fait-on référence, par rapport à quoi est-ce qu'on se situe pour caractériser de telle ou telle manière la compétence interculturelle. Deuxième type d'interrogation qui a déjà été évoqué hier, est-ce qu'il est possible de penser le global hors de ces manifestations et de ces réinterprétations locales? Il en était encore d'une certaine façon question ce matin dans l'intervention portant sur les coopérants à l'étranger. Et puis, dernier type de questionnement, est-ce que la compétence interculturelle est en quelque sorte un plus qui vient s'ajouter tardivement à une formation, ou est-ce que c'est quelque chose qui est constitutif de toute socialisation? Alors, il y a un paradoxe là-dedans, je crois, c'est que en didactique des langues, on a souvent dit, souvent écrit que la culture est le parent pauvre de la didactique, celle qu'on affiche toujours en début, en frontispice en quelque sorte, mais qui dans la pratique est très souvent négligée au profit du linguistique. Et le paradoxe tient peut-être à ce que justement cette dimension culturelle des apprentissages de langue a donné lieu à énormément de publications et de travaux. Je rappelle ici quelques noms parmi beaucoup d'autres, Martin Abdallah Pretzey, Jean-Claude Béaco, Michael Byram, Fred Derwin, Robert Galisson, Louis Porcher, Geneviève Zarat, etc. Je crois que tout ça sur des bases et des orientations souvent différentes d'ailleurs, manifeste une prolifération des études portant sur les dimensions culturelles qui par ailleurs sont considérées comme étant négligées. 4 phases donc dans ce que je reconstruis de façon sans doute un peu caricaturale comme étant les relations entre didactique des langues et puis conception de la culture ou conception du rapport à l'altérité. L'autre est ailleurs, aller vers et chez l'autre, les autres sont ici, et enfin les autres sont en moi. Étant bien entendu, mais j'y reviendrai aussi en conclusion, que la phase suivante ne remplace pas la précédente, mais qu'il y a plutôt à la fois coexistence de l'ensemble et peut-être même interdépendance en didactique de ces différentes phases. La première phase, on la connaît bien en didactique, c'est celle d'une altérité qui est ailleurs, qui est de l'autre côté d'une frontière. Les choses sont claires à ce moment-là. Je suis chez moi, l'autre est chez lui, et les choses sont bien partagées de cette manière-là. Donc c'est une situation de face à face, peut-être à tous les sens du terme possible, mais en même temps un face-à-face qui est posé comme étant un face-à-face d'égale dignité, c'est-à-dire que la culture qui est en face de la mienne, je considère qu'elle est égale à la mienne, qu'elle est aussi digne que la mienne, qu'elle est probablement aussi cohérente et aussi homogène que ce que je pense de la mienne. C'est-à-dire que ce type de représentation des relations entre cultures s'inscrit très souvent dans une
une perspective en fait d'essentialisation des cultures, de considérer qu'elles sont homogènes, cohérentes, et que, en outre, il y a une sorte de rapport d'homologie, de rapport d'adhésion, de rapport de collage en quelque sorte, entre la langue étrangère et la culture étrangère. Alors on sait bien que tout ça, en tout cas dans le domaine européen, c'est lié à la constitution des États-nations et à des idéologies qui sont du type un territoire, un peuple, une langue, une culture. Hein. Mais il est clair que en Europe en particulier, mais pas seulement en Europe, on voit perdurer ce genre de représentation de manière parfois d'ailleurs exacerbée. Évidemment, dans ce type de présentation, il y a une tendance à une stéréotypie ou à une stéréotypisation de caractère globalisant, mais qui n'est pas nécessairement uniforme. En tant que Français, je peux dire, bon, les Allemands sont comme ça, mais ils sont aussi comme ça, et puis ils sont encore comme ça. C'est-à-dire que ce n'est pas nécessairement une vision uniforme, il peut y avoir des représentations stéréotypées qui sont des représentations distinctes, voire dans certains cas des représentations contradictoires. Tout ça, ça aboutit à ce que, dans le domaine didactique, on n'a pas affaire à quelque chose qui serait vraiment du type nécessairement opposition. Ce n'est pas sur le mode du conflit que ça peut être vécu en termes de didactique des langues, contrairement à ce qui peut se passer dans d'autres domaines que celui de la didactique. On a plutôt affaire à des conceptions euphémisées, euphorisées, d'un dialogue des cultures entre gens de bonne volonté, disons. Et dans ce cadre-là, la compétence interculturelle, eh bien, elle est bienveillante, elle est respect de l'autre, elle est estime envers l'autre, curiosité, etc. Volonté parfois de dépasser les stéréotypes. Je note tout de même que dans ce cadre du face-à-face, il y a eu des propositions multiples, de type plus ethnographique. Je pense à des travaux qui ont été proposés en son temps par Michael Barra, mais par d'autres, où on essaie de se doter d'un certain nombre d'instruments, d'un certain nombre d'outils, qui permettent d'avoir un regard armé, en quelque sorte, sur l'autre culture, et qui, du coup, amènent à des phénomènes de réflexivité, c'est-à-dire à un retour sur soi, dans la mesure où on s'est doté d'un certain nombre d'instruments pour, en quelque sorte, prendre l'autre au sérieux et l'observer de manière aussi à la fois distante et attentive et outillée que possible. À ce moment-là, alors, la compétence interculturelle n'est plus simplement une compétence interculturelle de bonne volonté, de bonne disposition, mais elle devient aussi quelque chose qui peut tourner à une analyse de type critique, éventuellement par rapport à sa propre culture, en retour aussi. Alors, dans ce cas-là, il n'y a pas nécessairement d'adhésion, d'intégration de la culture autre, mais un souci de lecture d'un certain nombre de phénomènes qui résulte du contact des cultures. Deuxième phase, si on va vers l'autre ou chez l'autre, on en a eu un très très bel exemple ce matin, enfin plusieurs exemples ce matin, aussi bien pour des étudiants qui viennent à SFU que pour des coopérants japonais dans différents pays du monde. On a à ce moment-là des phénomènes qui relèvent beaucoup plus de l'immersion. On traverse la frontière d'une perspective qui a une dimension au moins intégrative, réussir en quelque sorte dans cet univers nouveau, s'y intégrer d'une manière ou d'une autre. Et en même temps, on peut avoir toujours, au départ, un postulat de culture paritaire et homogène, de culture de même statut, de même dignité. Et il peut y avoir au départ aussi des lectures qui sont des lectures essentialistes ou essentialisantes de la culture autre. Mais dès qu'on est en situation d'immersion, il est clair que cette position initiale de type éventuellement homogénéisant de la culture étrangère va se heurter à des expériences multiples, agréables ou désagréables, et qu'on va se trouver dans une position, disons, de décomposer en quelque sorte la culture étrangère en fonction des expériences qu'on en aura. Alors, le processus d'acclimatation un petit peu particulière que constitue ce type de démarche d'aller vers l'autre, on a pu le comparer à certains moments en termes de processus et d'effet de ce processus
à ce qui est conceptualisé, disons, en termes d'acquisition linguistique, sous la dimension interlangue à une certaine époque. L'interlangue étant en quelque sorte ces états intermédiaires de la construction linguistique de la langue étrangère, qui comportent des grammaires un petit peu transitoires, des grammaires instables, avec des zones qui sont des zones en mouvement, alors que d'autres au contraire sont plus ou moins figées, fossilisées. Donc on a tous ces phénomènes-là qui peuvent avoir leur pendant en quelque sorte dans le cadre de l'immersion culturelle, avec ces grammaires transitoires en quelque sorte. Une interculture se met en place, par analogie peut-être métaphorique, avec ce qui se passe pour l'interlangue, et on a des microsystèmes d'interprétation de la culture étrangère qui vont nécessairement évoluer, qui vont être testés, qui vont être mis en cause, etc. Alors, pardon. Donc des grammaires éventuellement, enfin toujours pratiques, disons, parce qu'elles sont liées à l'expérience concrète sur le terrain, mais qui sont transitoires à bien des égards. Alors, des déshomogénéisations de la culture autre dans un parcours comme celui-là, même si on peut encore continuer à fantasmer sur ce que l'on deviendrait au bout du compte un biculturel parfait, comme on a pu le trouver dans certains types d'expériences. Alors, dans cette version-là, en quelque sorte, du rapport à la culture, du rapport à l'altérité, on a très probablement, à la différence de l'interlangue, quelque chose qui va relever d'une prise de conscience, et voire d'un développement de stratégie. Une compétence qui permet de gérer des crises, de résoudre des malentendus, de s'affirmer dans des situations délicates. Tout cela qui n'existait pas dans la première version, en quelque sorte, de la compétence interculturelle, et qui n'existe pas nécessairement non plus pour l'interlangue, dans la mesure où on ne préjuge pas que l'interlangue donne lieu toujours à conscientisation. Là, on a quelque chose qui est quand même normalement plus explicité à certains égards. Alors, il est évident que dans les deux situations que je viens de présenter, l'autre est ailleurs et puis je vais vers l'autre, on a en quelque sorte un parcours qui peut être celui de l'étudiant qui a commencé sa formation dans son pays d'origine et qui va, par le biais d'un stage ou d'un séjour à l'étranger ou d'une poursuite de ses études à l'étranger, être dans un contexte qui sera un contexte plus intéressant à bien des égards et en même temps peut-être plus dangereux ou plus délicat à gérer dans le pays même. Troisième phase, les autres sont ici. C'est-à-dire que dans la société multiculturelle telle qu'elle était caractérisée aussi ce matin dans le rappel auquel a procédé M. Nishiyama, les autres, ils sont là. Ils ne sont pas de l'autre côté de la frontière, mais ils sont chez moi. Ils sont chez moi, ils sont nombreux. Ils appartiennent à des communautés diverses. Et la question qui se pose est celle de savoir si on a affaire à des processus qui sont des processus d'intégration progressive, de cohabitation plus ou moins cloisonnée, ou à des processus qui sont des processus de rejet dans certains cas et d'exclusion. Alors, par rapport justement au premier cas de figure, là on n'a plus parité, on n'a plus égalité posée des cultures, mais plutôt une dissymétrie, une disparité entre des populations, une population majoritaire, et puis des populations autres, minorités régionales, populations immigrées, ethnies particulières, etc. Avec tout ce que ça comporte, bien sûr, de tensions, de difficultés, d'inclusion et d'enjeux de cohésion sociale et d'inclusion sociale. On retrouve dans ce cas-là des lectures qui sont très souvent des lectures très homogénéisantes. Les étrangers, ils sont comme ça, les Roumains qui sont en France actuellement, ils sont comme ça, etc., etc. Donc on a là des contextes qui sont de nouveau très propices à la stéréotypie, dans le rapport entre une majorité et des minorités. Pardon. Alors, dans ce type de phase, il est clair que l'école a un rôle tout à fait central, c'est pas la seule bien sûr, mais
dans ce que peut être un travail d'inclusion par une forme d'éducation interculturelle, telle que des gens comme Louis Porcher, Martina Dahl-Pretzel, etc. ont pu la caractériser. Et ce qu'on constate, c'est que dans cet effort de scolarisation, on a eu souvent des phases qui étaient des phases folklorisantes, pour reconnaître les cultures étrangères, telles qu'elles sont présentes comme minorité sur le territoire, avec, leur cuisine c'est comme ça, ils s'habillent de telle manière, ils dansent de telle manière, ils chantent telle chose, et on a, avec les meilleures intentions du monde, des processus de scolarisation qui peuvent aboutir en fait à des renforcements de stéréotypes et à des renforcements de cloisonnement entre les populations minoritaires et la population majoritaire. Alors, par rapport à la compétence interculturelle, ce qui est frappant là, c'est que ceux qui ont besoin d'une compétence interculturelle, ce sont les minoritaires en la circonstance. C'est-à-dire que les majoritaires ne considèrent pas qu'ils ont besoin véritablement de développer une compétence interculturelle pour aborder les minoritaires. Et ceux qui sont les moins bien armés, dans bien des cas, pour développer cette compétence interculturelle et qui sont le moins aidés, ce sont justement les minoritaires. On peut comparer bien sûr ça avec la situation qui a été décrite par des chercheurs comme De Svan ou comme Louis-Jean Calvet dans le domaine francophone, signalant que lorsqu'on parle une langue ultra centrale ou hyper centrale, on n'a pas besoin de se fatiguer beaucoup pour en apprendre d'autres, alors que lorsqu'on parle une langue très périphérique, on est condamné en quelque sorte au plurilinguisme. On a un petit peu un phénomène de ce genre, là je crois, dans les rapports entre population majoritaire et population minoritaire, quand on a affaire à la notion de compétence interculturelle. Dernière phase, les autres sont en moi. La formulation est peut-être un petit peu brutale, mais je pense qu'elle a été éclairée par la façon dont les questions d'identité ont été abordées ce matin, identité plurielle dans ce que disait Daniel Moore, et puis l'impression d'appartenir en quelque sorte à plusieurs espaces identitaires dans le cadre de la présentation qui nous avait été faite par M. Sakuma. Alors, je crois que aussi longtemps qu'on a posé l'interculturel essentiellement en termes de rapport entre nous et eux, des entités complètement globalisées et puis stabilisées, on n'a peut-être pas suffisamment pensé justement ce qui se passe du côté des sociétés multiculturelles, avec le fait que dans la mesure où elles sont exposées à la globalisation, dans la mesure où elles peuvent comporter justement des minorités territorialisées, on a affaire nécessairement à des phénomènes qui sont des phénomènes de transmission, de translation, des phénomènes d'ordre transculturel, et qui ne sont pas nécessairement, qui ne sont presque jamais d'ailleurs, sur le mode de la réciprocité. Ça circule dans un sens, mais ça ne circule pas nécessairement dans l'autre. Il y a des rapports de domination qui s'exercent dans ces circulations transculturelles. Alors, ce qui m'intéresse ici, qui n'a rien d'original, c'est que la socialisation de l'enfant dans nos sociétés aujourd'hui est une socialisation qui va passer par le biais de différentes instances. Qu'il s'agisse d'un enfant de la majorité ou d'un enfant de la minorité, ça ne change pas grand-chose. De toute façon, il va y avoir des instances comme la famille, le groupe de pères, les autres enfants, l'environnement urbain ou l'environnement rural, les médias, l'école bien sûr à un certain moment, des communautés diverses, sportives, associatives, etc., religieuses bien sûr, qui font que l'enfant est exposé dans sa socialisation à ces différentes instances, mais que surtout, dans chacune de ces instances, un certain nombre de fonctionnements et de règles du jeu opèrent, tant du point de vue linguistique que du point de vue culturel. Les normes culturelles de la famille ne sont pas nécessairement les normes culturelles de l'école, ni les normes culturelles qui sont véhiculées par les médias, ni les normes culturelles qui sont partagées par les enfants du groupe de pères, etc., etc. Et, outre ces normes culturelles variables, il y a dans chaque cas aussi des spécificités langagières. Les règles du jeu langagier ne sont pas les mêmes dans la famille, surtout si c'est une famille à origine complexe, mais pas simplement dans ce cas-là, que dans le groupe de pères ou que, bien sûr, à l'école.
Alors, ce que je pointe ici, c'est qu'en fait, on peut tordre du côté de la didactique un concept qui a été élaboré dans d'autres circonstances, la notion de communauté de pratique, pour signaler que ces différentes instances, ces différentes communautés de pratique, dans la mesure où elles sont aussi des communautés culturelles et des communautés ayant un certain type de fonctionnement langagier, opèrent comme des lieux de socialisation et des lieux d'apprentissage pour les enfants, apprentissage langagier, expérience culturelle, qui sont en intersection partielle les uns avec les autres. C'est évidemment pas complètement cloisonné puisque l'enfant circule dans ces lieux. Et que d'une certaine manière, sa compétence plurielle du point de vue langagier et du point de vue culturel, elle se construit dans ces circulations dans différentes instances. Ça n'a pas toujours été le cas peut-être dans des cultures ou des civilisations plus anciennes, mais il me semble que inéluctablement aujourd'hui, on a donc en fait dans cette circulation des apprentissages à la fois langagiers et culturels de la pluralité, et le fait que pour circuler, il faut bien d'une certaine manière avoir une compétence plurielle du point de vue langagier et aussi une compétence interculturelle qui s'ignore en quelque sorte, un peu comme M. Jourdain ignore qu'il fait de la prose depuis sa naissance, mais qui est nécessaire à tout processus de socialisation aujourd'hui. Donc on a un acteur pluriculturel et on a quelque chose qui ressemble déjà, ou qui est déjà une première forme de compétence plurilingue et interculturelle dès le départ en quelque sorte. Ça va encore ? Bon. Donc dans ce cadre-là, bien sûr, l'école a un rôle tout à fait déterminant. On l'a vu aussi pour l'université ce matin. Qu'est-ce qu'elle fait en termes d'accueil de ces pluralités qui lui sont antérieures? Comment est-ce que la scolarité se positionne pour accepter ou au contraire pour ignorer ces expériences qui sont déjà là en termes de pluralité linguistique, de diversité linguistique et de diversité culturelle. Alors, si on pousse d'ailleurs plus loin la notion de communauté de pratique, on peut aussi considérer, des collègues avec qui j'ai eu l'occasion de travailler au Conseil de l'Europe se sont tout à fait engagés dans cette voie, on peut considérer que l'école apporte justement d'autres communautés de pratique, pas simplement en tant qu'espace scolaire, pas simplement comme étant une culture éducative particulière, une culture éducative japonaise, une culture éducative italienne, etc., en tant que mode de fonctionnement de l'école, mais aussi que chacune des disciplines va introduire les enfants à, d'une certaine manière, une nouvelle communauté de pratique. La communauté de pratique des mathématiciens, la communauté de pratique des historiens, avec, dans ces cas-là aussi, un certain nombre de normes qui sont des normes de la culture disciplinaire, un certain nombre de variétés langagières qui sont des normes de variétés langagières disciplinaires, les mathématiques ou l'histoire, etc., et le fait qu'il peut y avoir un certain type de continuité en contexte scolaire avec l'expérience antérieure de l'enfant. C'est encore de nouvelles circulations qui lui sont proposées, un élargissement en quelque sorte de son répertoire langagier et culturel par le biais des formations disciplinaires. Quelques remarques pour terminer. Alors, est-ce que pousser la notion de culture jusqu'à ces formes en quelque sorte d'éclatement, dire que l'enfant est déjà multiculturel, ou pluriculturel, pardon, quand il arrive à l'école, et que l'école va en quelque sorte encore renforcer sa pluriculturalité, et demander de lui qu'il ait une compétence interculturelle, il faut une compétence interculturelle pour circuler entre les mathématiques et l'histoire. C'est pas simplement dans les contacts entre cultures au sens traditionnel, disons, différentes. Ça amène peut-être, deuxième remarque, à redire ce que je disais en début de parcours, à savoir que dans cette perspective-là, la compétence interculturelle n'est pas quelque chose qui résulterait d'un développement tardif, disons, lié par exemple à ce qui va se passer à l'université avec l'apprentissage de telle ou telle langue étrangère, mais que c'est quelque chose qui est déjà là, dès le départ,
hein, si on s'inscrit dans ce type de dynamique. Alors, une des questions qu'on peut se poser, c'est que dans une conception didactique, c'est-à-dire pour modéliser un petit peu en termes éducatifs ces problèmes, est-ce qu'on n'a pas intérêt à renverser la perspective? Il va commencer par penser en termes de quatrième phase, et puis si je peux dire, à remonter vers des phénomènes de stéréotypie de la première phase, mais dans une logique qui est une logique en quelque sorte renversée. Alors le rôle de l'école, on le voit bien, hein, conscientiser, le terme a été utilisé ce matin à propos d'un autre contexte éducatif, hein, enrichir hein, les capacités qui ont déjà été développées empiriquement. Il y a tout un travail bien sûr de réflexivité et d'extension considérable. Autre série de remarques, mais ça a un caractère de résumé en quelque sorte. Hein, là, la phase suivante ne remplace pas la précédente, dans quelque sens qu'on se situe. Hein, on est obligé de les tenir ensemble, en voyant bien qu'on a un jeu constant entre le social et l'individuel, hein, dans les différentes perspectives que j'ai évoquées. Un sociologue, Bernard Lahire, vient de sortir un petit livre qui s'appelle Le singulier dans les plis, non pardon, le social dans les plis du singulier, qui me paraît tout à fait une autre manière de dire. Hein, les moi sont pluriels, mais de marquer que ces moi pluriels sont toujours socialisés d'une manière ou d'une autre. Je crois qu'il y a deux intérêts théoriques peut-être à la notion de communauté de pratique dans la perspective didactique qui nous intéresse. Le premier, c'est justement de retrouver, paradoxalement peut-être, un certain rapport fort entre le culturel et le langagier. Je disais que dans la première phase, on avait une conception où la langue étrangère et la culture étrangère collent l'une à l'autre. Dans la perspective des communautés de pratique, on retrouve en quelque sorte cela, mais cette fois au niveau de l'empirie, au niveau de l'expérience concrète, et pas du tout au niveau des systèmes supposés culturels ou langagiers. Et il me semble que dans une perspective justement de réconciliation et d'intégration entre le culturel et le langagier, cette perspective qui est nécessairement une perspective de la pluralité, hein, qui suppose qu'on aborde les questions didactiques en posant au départ c'est du pluriel, hein, permet de réconcilier en quelque sorte, de réunir le culturel et le langagier. L'autre intérêt peut-être d'un point de vue, disons, théorique ou d'un point de vue en tout cas général et méthodologique pour la didactique des langues, c'est qu'on a là une façon de penser ensemble hein, des phénomènes qui sont des phénomènes de socialisation, des phénomènes d'éducation, des phénomènes de construction des connaissances, hein, s'agissant des communautés de pratique que peuvent être les disciplines scolaires, et puis de penser aussi les relations entre l'école et son environnement, dans la mesure où on a une continuité en quelque sorte de la conception qu'on se donne. Alors, c'est peut-être une satisfaction, disons, gratifiante et qui ne signifie pas grand-chose, mais il me semble que si on s'intéresse vraiment au questionnement didactique, on a là des pistes intéressantes à poursuivre. Pour conclure, je crois que on a évidemment tous présents à l'esprit maintenant l'argumentaire du colloque hein, sur les rapports local, global, mondialisation, communication, éducation plurilingue et interculturelle. Il me semble que ce que l'éducation à la diversité plurilingue et interculturelle devrait favoriser, c'est justement cette prise en compte des rapports entre global et local, qu'on a sans doute à travailler les questions de communication dans une perspective qui ne soit pas uniquement une perspective de performance et d'évaluation, comme c'est le cas de façon dominante aujourd'hui, y compris à cause du cadre européen commun de référence, mais qu'on s'inscrive véritablement ces questions de communication dans le cadre de la relation d'altérité, dans un monde qui est, le terme a été proposé hier, hein, glocalisé, d'ailleurs qui nécessairement combine le global et le local. Alors, il est clair, à mon avis, que la compétence interculturelle a à voir de façon très centrale avec ces enjeux, à condition de ne pas simplifier en quelque sorte ce qui est la complexité du concept, hein, et à condition aussi de ne pas le penser comme étant simplement un ajout, un supplément d'âme à la formation,
mais une dimension absolument centrale de toute formation, dans une perspective, le terme a été aussi évoqué hier je crois, de préparation à la citoyenneté, démocratique, participative, et puis à quelques niveaux, local, national, planétaire, constitue cette citoyenneté. Voilà. Merci pour votre patience et puis à votre disposition.